Bonjour à tous. Alors, j'avais déjà l'occasion de faire des présentations et des vidéos concernant l'IA générative et particulièrement donc le Retriever Augmented Generation. Et donc, j'avais fait pas mal de démonstrations dans lesquelles on montrait donc comment exploiter donc le texte, comment exploiter les documents non structurés dans le domaine de l'intelligence artificielle générative pour pouvoir créer des applications qui sont capables d'exploiter en même temps les LLMs, Large Language Models, et en même temps en exploitant donc les données de l'entreprise, notamment les documents qui contiennent du texte. Ça peut être les bases de données. L'essentiel, c'est que les données de l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un système comme RAG, un LLM peut donner des réponses, peut vous donner des réponses en se basant sur les données de votre entreprise, sur votre contexte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais par contre, j'avais montré comment exploiter en fait le texte. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis ces dernières années. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs librairies. On a montré soit avec Python, avec Spring AI. Il y a des solutions qu'on peut qu'on peut développer facilement. On peut développer facilement des chatbots. Donc ça, j'ai déjà montré comment faire ça. Mais par contre, je vous ai jamais montré comment exploiter en fait d'autres données multimédia, notamment le texte, l'audio et les vidéos. Parce qu'en fait, l'idée principale, c'est ça, dans un système d'information, même si vous avez des documents PDF, avec les applications qu'on a créées, on prend le document PDF, on extrait que le texte, mais on ignore les images, on ignore les tableaux, on ignore d'autres éléments. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle un multimodal Retriever Augmented Generation. C'est multimodal RAG. Et voilà, donc c'est une partie qui est aussi importante. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors c'est quoi l'idée principale? L'idée principale, c'est de dire d'une manière générale, c'est que au niveau des entreprises, au niveau des institutions, nous disposons donc des données de l'entreprise qui ne doivent pas sortir de l'entreprise. Ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des images, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos. Donc tout ça, c'est des données non structurées. Alors pour le cas du texte, si vous voulez exploiter que le texte, ça on sait le faire. Ce qu'on fait généralement, on prend par exemple un fichier PDF, ou bien on prend directement les données à partir de la base de données du système d'information de l'entreprise. On prend ces données-là et ça devient du texte. Et comme généralement le texte ne doit pas dépasser une taille limite vu les modèles de text embedding qui a en fait un context window qui est fixe. Donc nous avons vu que pour le cas du texte, on a besoin de découper le texte en chunks, en des petits morceaux. Et après, ces chunks-là, on va essayer de passer par un modèle de text embedding qui consiste à prendre le texte et de le convertir en vecteur. Donc forcément, on utilise ici un modèle qui est basé sur les transformers, qui est basé, donc ça c'est des modèles on va dire de NLP, qui consiste à prendre le texte et à projeter le texte dans un espace multidimensionnel en fonction en fait d'un vocabulaire, en fait, ce qui fait que vous lui donnez le texte, il vous donne un vecteur, mais ces vecteurs là ils vont garder le sens de votre texte, c'est-à-dire la sémantique du texte, et non pas on va pas encoder le texte sous forme de caractères comme on le fait dans les bases de données traditionnelles, mais par contre on prend le texte, on essaie de comprendre le texte, qu'est-ce qu'il contient, etc. Et après, comme ça, donc on aura à en faire une représentation vectorielle. Et puis ces données vectorielles, donc on va les stocker dans une base de données vectorielle, ce qu'on appelle un vector store. Et là, on peut utiliser donc des systèmes de gestion de bases de données qui supportent les bases de données vectorielles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, vous pouvez utiliser Postgres, vous pouvez utiliser ChromaDB ou Pincon, etc. Donc, il y a plein de systèmes, MongoDB, Neo4j. Donc, aujourd'hui, tous ces systèmes-là supportent les bases de données vectorielles. C'est-à-dire, vous pouvez créer un champ
dans lequel vous pouvez stocker un vecteur de données. Ben justement, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'on fait. Donc ça, quelque chose qu'on a déjà fait. Alors maintenant pour les images. Alors, les images, donc soit que vous avez un dossier qui contient des images, soit que vous avez une base de données qui contient en fait des images, soit tout simplement votre fichier PDF, il contient le texte et aussi les images. L'essentiel, c'est qu'on a besoin d'extraire ces images-là, soit à partir des fichiers PDF, et de les stocker quelque part dans un dossier, donc qui contient un ensemble d'images. Et puis ces images-là, on va essayer donc de les présenter un modèle de image embedding. Alors ici donc maintenant il va falloir utiliser un modèle de image embedding comme par exemple Clip, OpenClip, c'est ce qu'on va utiliser. Par exemple un modèle comme GPT-4o, il est capable, si vous lui donnez l'image, et il peut vous donner la description de l'image. C'est exactement ce qui va se passer. C'est qu'en fait en réalité, c'est que ce modèle de image embedding, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'image et après, il va vous donner la description de l'image. Il va vous donner la sémantique de l'image. Il vous donne un texte en quelque sorte qui contient, voilà, cette image contient tel objet, près de quel objet. Donc, il extrait toute la description de l'image. Donc, forcément, nous avons besoin des modèles qui sont très puissants, comme par exemple OpenClip, qui est entraîné sur la base de millions d'images. Et du coup, donc, ce genre de modèle est capable donc de vous donner la description de l'image. Et ensuite, c'est cette description-là de l'image qui, de base, c'est du texte, qui va être représenté en vecteur. C'est-à-dire, en réalité, on va pas convertir l'image, les pixels en vecteurs, mais plutôt c'est la description de l'image qu'on va prendre. Normalement, on prend, c'est du texte, et après, forcément, on passe via, donc, c'est du text embedding, parce que au final, donc, on va enregistrer ce forme de vecteur. C'est un ensemble de vecteurs qui représente le texte qui fait la description de l'image. Donc, c'est ça l'idée principale. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis donc ces données-là vont être enregistrées dans la base. Donc ce qui fait que dans votre base de données, vous avez donc stocké du texte, et vous avez stocké des images, parce qu'en réalité donc c'est la description de l'image qui est stockée dans la base de données. Mais bien sûr dans cette description-là, on garde le nom de l'image, on garde le chemin, où est-ce qu'il se trouve l'image, histoire quand on va chercher des images, à partir de la recherche sémantique, on récupère aussi donc l'endroit où se trouve l'image, donc comme ça on peut la retrouver. Alors pour le cas de l'audio, donc ce qu'on fait généralement quand vous avez de l'audio, donc on peut passer via donc un modèle de speech to text. Ça, il y en a maintenant, c'est des choses qui sont simples à faire. On peut faire la transcription en texte de l'audio, et après ce texte là on passe via un modèle de text embedding, on fait des chunks, etc., donc comme on a fait ici, et puis donc on convertit ça en vecteur et on le stocke dans la base de données. Alors quand c'est des vidéos, donc maintenant vous savez ce qu'il faut faire, c'est des vidéos, donc il y a des images, il y a l'audio, donc vous avez donc les techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir stocker nos données multimédia dans un vector store, dans une base de données vectorielle. Alors ça c'est donc une fois que nous avons donc une application qui permet donc de vectoriser donc le contenu multimédia, après donc on va créer notre application RAG dans laquelle l'utilisateur il va maintenant faire des recherches, il va faire des requêtes, donc il va poser une question par exemple à l'agent RAG. Et puis donc l'agent RAG, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc avant de faire appel à une intelligence artificielle pour donner des réponses à ces questions, on va d'abord faire une recherche sémantique sur cette base de données vectorielle. Et après, on va récupérer des documents, on va récupérer le contexte. Donc c'est comme si par exemple vous lui posez la question sur quelques images qui se trouvent quelque part dans votre base de données. Et après, donc avec maintenant des modèles comme par exemple ChromaDB qui supporte donc c'est-à-dire une recherche sur le contenu multimédia comme les images. Donc il va vous donner donc le contexte. Et ce contexte, ça peut être du texte, ça peut être également des descriptions des images. C'est-à-dire ça peut être du texte ou bien des images. Et donc ça dépend des applications. Et bien sûr, dans ce
ces images, en fait, à vrai dire, on récupère pas l'image elle-même à partir de la base de données vectorielle. On récupère juste les documents, les vecteurs qui parlent soi-disant des images qui sont demandées dans la requête. Mais que donc dans cette description, on va retrouver donc le chemin où se trouve l'image. Donc ce qui permet à votre application d'aller vers le dossier où les images sont stockées. On connaît donc le path, donc on récupère l'image. Et puis cette image là maintenant, on va prendre le contenu de l'image ou bien de l'audio ou bien du texte. En fait, pour le texte, c'est pas un problème parce que le texte il est déjà enregistré ici, donc on n'a pas besoin de revenir vers le texte lui-même pour récupérer le contenu parce que le texte il est déjà vectorisé, donc c'est-à-dire il est dans la base de données. Donc on récupère par exemple l'image et puis on envoie donc une requête vers un LLM multimodal. Donc forcément, ça doit être un LLM multimodal, comme par exemple GPT-4o. Qui est capable donc de recevoir des requêtes dans laquelle on va trouver un système message. Donc c'est un prompt. Le système message, ça doit être quelque chose comme répond à cette question, à la question utilisateur, query. Donc il y a la question utilisateur qu'il faut injecter. Répond à cette question en utilisant le contexte. Et ce contexte, c'est le contexte qu'on va récupérer à partir de la base de données vectorielle. Et bien ce contexte maintenant ça peut être du texte comme ça peut être un ensemble d'images. Donc c'est-à-dire parce que par exemple on va lui dire, on va poser une question, mais dans la requête on envoie des images bien sûr vers le LLM et puis donc le LLM donc multimodal il va donner des réponses sur cette question là en utilisant ces images et ce texte qui fournit dans le prompt. Donc voilà, globalement, ça c'est l'idée principale d'un système multimodal RAG. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple d'implémentation. Et donc dans un premier temps, je vais travailler avec Python donc, pour vous montrer comment créer une application de ce type. Et puis donc j'aurai l'occasion de vous montrer également comment le faire avec Spring AI, donc si vous souhaitez travailler dans l'écosystème par exemple Java. Voilà, alors donc je vais donc créer une application basée sur Python. J'utilise VS Code donc comme environnement. Je vais créer un nouveau projet, donc je vais commencer essayer de faire le travail c'est-à-dire de zéro. Donc je vais créer une nouvelle fenêtre, j'ouvre un projet, bon par exemple ici. Alors je suis dans Generative AI, je vais créer un dossier que je vais appeler app multimodal RAG. Ça c'est le dossier. Alors j'ouvre donc ce dossier là et voilà. Donc alors sur ce projet là, donc je vais d'abord créer un environnement virtuel Python. Alors pour cela donc je vais utiliser, voilà. Alors d'abord si vous êtes sur ligne de commande, donc je vais utiliser d'abord quelle version de Python que vous avez dans votre path. Bon, ça par exemple moi je sais que j'utilise cette version, ça c'est important de savoir quelle version de Python que vous utilisez. Alors ça c'est j'utilise Miniconda 3 etc. Bon, j'ai plein de versions installées et puis donc je vais utiliser la commande Python sur cet environnement général et donc je vais créer un module VNV Virtual Environment que je vais appeler VNV. Bon, ça c'est le nom. Alors je crée l'environnement virtuel, elle est là créée et puis donc je vais l'activer. Pour cela je vais utiliser source et je vais utiliser le dossier VNV bin activate. Donc ça c'est en fait pour le cas de macOS, c'est comme ça qu'on active l'environnement. Si vous travaillez sous Windows, donc vous regardez comment faire pour créer un environnement virtuel. C'est toujours, ça fait partie des bonnes pratiques. Alors en tout cas, maintenant nous sommes dans notre environnement
virtuel. Alors si vous voulez toujours l'activer, bon, ici VNV activate bin activate, donc je le refais. Alors je vois bien que je suis dans mon environnement. Alors et puis donc dans cet environnement je vais créer un fichier. Alors dans un premier temps je vais utiliser un fichier de type que je vais appeler rag par exemple. Alors je vais utiliser un fichier de type IPyLB, un fichier notebook, pour vous expliquer, mais après on va créer un fichier Python, une application avec une interface graphique, donc comme ça peut être plus visible si vous voulez. Alors donc j'ai un fichier donc notebook, et donc voilà, donc je vais sélectionner le noyau, plutôt l'environnement. Alors je vais utiliser l'environnement que j'ai créé. Donc vous voyez, donc mon environnement utilise une version de 3.10 de Python. Bon, c'est celle que je vais garder. Et voilà, donc en principe j'aurai besoin d'un dossier. Et ici je ne vais pas m'intéresser au texte parce que ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait, on sait le faire. Je vais m'intéresser uniquement aux images dans cet exemple là. Alors pour cela donc vous pouvez chercher un dossier qui contient des images. Bon, j'ai déjà fait quelque chose comme ça, donc data et image par exemple, dataset par exemple pour les véhicules qui contiennent des véhicules. Alors j'ai déjà téléchargé. Alors vous pouvez regarder, donc voyez, donc ici vous avez des exemples, mais en tout cas moi ce que j'ai fait, en fait j'ai téléchargé donc un dataset qui contient ces images. Alors vous pouvez prendre ce modèle, vous pouvez, enfin, il y a plein d'exemples. Par exemple, je pense que j'ai pris celui-là qui contient qui contient en fait des subdirectories qui contiennent donc des images selon les marques, les différentes marques. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques images de chaque marque aléatoirement, parce que vous n'allez pas garder toutes les images, sinon ça prend beaucoup de temps pour vectoriser tout ça. Donc ce qui fait que j'ai pris quelques images de chaque dossier, j'ai fait un petit mélange, et j'ai un dossier que je vais réutiliser. Voilà. Alors je vais réutiliser ce dossier là, je vais le copier et voilà, je reviens ici, donc je vais le copier ici, et comme vous voyez, donc c'est un dossier qui contient plusieurs, c'est des images, qui contiennent des véhicules, des voitures. Alors j'oublie ça et maintenant je reviens à mon fichier. Alors tout d'abord j'ai besoin d'une librairie donc qui manipule les images, donc je vais l'importer. Alors from pile import image. Alors sauf que bien sûr c'est une librairie, comme c'est l'environnement virtuel, voilà, donc ici déjà il me demande d'installer, parce que ça il faut qu'il installe le kernel voilà, de Jupyter, donc je vais lui demander d'installer. Ça c'est une histoire de VS Code. Alors forcément donc cette librairie n'existe pas, donc on va l'installer. Donc la librairie s'appelle Pillow, donc on va l'installer. Install Pillow. Voilà, alors comme j'ai une ancienne version de Python, il vous demande de mettre à jour, voilà, pipe install upgrade. Je dois passer à la version 24. Et puis donc j'installe Pillow. Voilà, installé, et a priori ça devrait marcher. Voilà. Donc une fois que c'est installé, alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est d'abord regarder un peu, lire les images si vous voulez. Donc on peut créer
une variable ImageList, tableau comme ça, dans lequel voilà, on peut par exemple faire un for, par exemple file name, et je vais chercher en utilisant le globe, donc import globe, ça fait partie de Python, ça vous permet donc de parcourir en fait les fichiers d'un dossier. Donc globe, la méthode s'appelle globe. Je vais chercher dans le dossier, par exemple ce dossier là, véhicule, tous les fichiers, par exemple étoile.jpg, voilà, étoile.jpg. donc pour chaque fichier je vais le lire. Donc j'ai ici image égale, en utilisant image que j'ai ici, et j'appelle la méthode open, et je vais lire le file name, et je vais l'ajouter à la liste image list. Pour ça c'est juste un premier test, donc je vais ajouter l'image, et comme ça donc vous aurez, alors j'exécute ça. Alors ici globe n'est pas installé, alors ce n'est pas qu'il n'est pas installé, c'est en fait voilà, je l'ai pas importé. Donc j'exécute ce code là, et voilà, je réexécute, donc ça marche. Et puis donc si vous voulez visualiser les photos, donc on peut utiliser display par exemple. Alors display image list, constitue liste, par exemple image 0. Alors c'est une image, donc il faut la lire avec image. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je vais ajouter l'image ici. Voilà, je réexécute display, donc image list 0. Voilà, ça c'est la première image, etc., etc. La deuxième image. Donc en tout cas j'ai mis mes images dans cette liste. Alors maintenant, dans l'étape suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser maintenant ChromaDB. Donc pour cela, donc il va falloir installer donc un certain nombre de packages. Install ChromaDB. Ça c'est la base de données vectorielle qu'on va utiliser ici. Alors ChromaDB. La première. Le deuxième, c'est maintenant on aura besoin d'utiliser donc OpenClip. Donc ChromaDB, donc il supporte bien sûr le modèle de image embedding qui est OpenClip. Alors OpenClip, donc alors maintenant c'est ce que je vais faire, donc je vais créer le modèle. Alors j'importe un certain nombre de packages. Je vais importer ChromaDB d'abord. Alors ChromaDB, j'ai besoin d'importer ChromaDB utils. J'importe les data loaders. Alors from, je vais importer import image loader, parce qu'en fait j'ai besoin d'un objet qui permet de charger l'image. Bon, il y a d'autres loaders pour le texte, etc., etc. Alors j'ai besoin également d'importer donc le modèle d'embedding. Alors from, alors ChromaDB point utils embedding models functions. Je vais importer le modèle qui s'appelle OpenClip embedding model. Voilà, donc ça c'est pour les packages, et j'aurai besoin, donc c'est tout pour le moment. Et maintenant je vais créer donc voilà, donc si vous importez normalement là ça passe.
Donc ça c'est les packages ici. Donc je crée une autre zone pour le code. Alors je vais créer en fait une instance de ChromaDB, du client ChromaDB. Alors ChromaDB client. Alors ChromaDB client, c'est tout simplement c'est ChromaDB. Alors ChromaDB, je vais utiliser le modèle persistence client. Donc pour cela, donc je vais persister la base de données dans un dossier. Alors ici donc le dossier, on va lui donner le nom. Le path, ça va être ici, je vais l'appeler par exemple vehicles store par exemple. Ça c'est le dossier. C'est ce dossier-là dans lequel, qui représente notre base de données vectorielle, si vous voulez. Donc c'est là où il va persister les données. Et donc vector database, VDB, si vous voulez. Et puis on va créer donc image loader égale une instance de image loader. Et puis on aura besoin de créer le modèle d'embedding. Donc image embedding model égale, donc c'est cet objet là, open clip function. Alors une fois qu'on crée ce modèle, et bien on aura besoin maintenant de de créer l'objet ChromaDB vector database. Donc ici ChromaDB vector database. Voilà, c'est quoi? C'est une instance de, on va utiliser donc ChromaDB client et on va lui demander de charger une collection ou bien de la créer s'il n'existe. Donc get or create collection. Alors c'est-à-dire parce qu'en fait il stocke les données dans des collections, c'est comme c'est l'équivalent des tables si vous voulez. Et donc j'ai besoin de spécifier le nom de la collection avec name. Voilà, ici donc c'est véhicule par exemple. Ça c'est le nom de la collection véhicule, vehicles ou véhicules comme ça. Et puis j'ai besoin de spécifier le, voilà, quel loader, data loader. Alors ici on va lui demander d'utiliser, donc c'est image loader. Et le troisième paramètre c'est ce modèle, c'est embedding model function, embedding function. C'est justement c'est image embedding model. Alors on peut faire ça, c'est plus simple. Alors ici image embedding model. Voilà, donc ça c'est si vous voulez les trois paramètres qu'il faudrait transmettre à ça. Donc ça vous créez, donc ça c'est important parce que c'est avec cet objet là qu'on peut maintenant transférer les images qu'on va vectoriser, avec cet objet là c'est cet objet qu'on va utiliser pour vectoriser les images, pour faire de image embedding. Et avec cet objet on va faire des recherches sémantiques sur les images. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors sauf que si vous exécutez, vous allez voir qu'il va vous exiger d'installer un package. Alors justement c'est OpenClip, donc donc il faut l'avoir. Donc il faut avoir la version voilà, OpenClip Torch. Alors si vous cherchez OpenClip Python install, voilà, et là vous voyez donc ce que vous devrez installer. C'est la version basée sur PyTorch si vous voulez. Alors je l'installe. Voilà, donc une fois qu'il est installé, donc je peux réexécuter.
Donc là, il n'y a pas de problème, ça prend un peu de temps. Pour ce qu'il va créer, parce qu'en fait, il va nous créer normalement un dossier qui s'appelle Vehicle Store VDB, c'est ça. Il va l'indexer. Alors, il y a quelques warnings. En fait, bon, le premier, il vous demande d'importer donc ce package. Donc, si vous voulez éviter ce warning, vous pouvez le faire. Ah. C'est import as notebook TQDM. Mais c'est pas en tout cas, donc c'est pas nécessaire en tout cas, donc ça marchait pas de problème. Alors on va exécuter. Alors il y a un autre warning, mais tout ça ça va dépendre aussi de la version de Python que vous utilisez, mais en tout cas ici donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici nous avons notre vector store qui est là. C'est notre base de données. Il utilise SQLite en tout cas pour pouvoir stocker les données. Donc c'est une base de données SQLite en quelque sorte. Alors donc une fois qu'on a fait cette opération, maintenant on va passer, on va lire, on va lui demander de lire ces fichiers là, de faire voilà, et de faire de vectoriser, de faire de image embedding et de stocker les données dans cette collection. Alors pour cela, donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va voilà, on va créer ce code. Alors d'abord, on aura besoin d'importer un certain nombre de packages OS parce qu'on a besoin de lire le contenu d'un dossier. Et puis donc nous aurons besoin de garder dans notre application deux listes. La première c'est image IDs, c'est les identifiants de l'image, le numéro, l'index de l'image, parce qu'en fait vous avez un ensemble d'images qui sont numérotées. Donc je vais créer ici un tableau qui est vide. Et après le chemin de chaque des images. Ici image URIs, également c'est un tableau. Et puis donc je vais utiliser une boucle for index virgule image path image name si vous voulez in, et après donc je vais utiliser ici donc le enumerate parce que là je vais parcourir en fait un enumeration avec l'index et la valeur, et dans lequel je vais avoir voilà, donc je vais utiliser OS et je vais utiliser donc le list_dir. Je vais lire le dossier. Alors le dossier qui contient les images, donc ici je vais l'appeler image folder, images folder. Dans notre cas ça s'appelle véhicule, c'est ce dossier là. Donc je vais lire images folder, voilà. Et après si vous voulez de préférence les ordonnées, donc vous utilisez sorted entre parenthèses tout ça. On va les trier, voilà. Alors une fois que je récupère l'image, donc je vais retrouver le path, donc image path, le path complet ça va être, alors ça va être os.path, os.path, et ici donc je vais combiner, join, je vais joindre le dossier, je vais prendre le dossier qui est image folder avec l'image name. Donc c'est une façon un petit peu de concaténer le nom de l'image avec le dossier, et comme ça j'aurai un chemin qui contient le dossier slash image name. Et puis donc je vais ajouter dans image IDs, je vais ajouter avec append, je vais ajouter donc l'index converti en string, str de index, et dans image URIs je vais ajouter le path, ici append image path, et
image path. Voilà. Et donc j'ai ici maintenant j'ai les ID et les ID et les IURI de toutes les images. Alors ça c'est une étape importante, il faut l'exécuter. Donc a priori il y a un petit souci, donc pas peut-être, ouais, on va faire ici un test. If image name and je vais ici image name, donc ends image. Alors ends with JPEG, .jpeg, JPG. Je vais faire ça. Bon, c'est juste pour éviter d'avoir d'autres fichiers dans le dossier qui ne sont pas forcément des images. Donc je suppose que si le fichier se termine par l'extension JPEG, alors j'ai encore un petit souci. Alors c'est quoi le problème? Path. C'est plutôt image folder ici. C'est pas loader. Images folder. Ok. C'est ça le problème. Voilà. Alors maintenant j'ai mes images et après, donc si vous voulez voir ce qu'il y a dans ces image IDs par exemple, je peux afficher, voilà, donc je vais afficher print par exemple. Voilà, print image IDs. Je vais pas prendre de 0 jusqu'à par exemple 5, les 5 premiers. Et je vais faire également print image URIs. Je vais prendre de 0 jusqu'à 5. Comme ça, on peut afficher. Ouais, donc ici, j'ai l'index 0, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est les IDs. Et les images, c'est ça, un JPEG. Donc, vous voyez, donc ça, c'est les paths de chaque image. Donc, vous avez une idée de ce que nous avons stocké ici. Alors, maintenant, ça, c'est l'étape. Et après, on va passer maintenant à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est d'utiliser le modèle pour ajouter les images. Alors pour ajouter les images, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va utiliser notre Chroma Vector Database. Alors Chroma Vector Database add tout court. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors la méthode add, il va falloir lui fournir tout simplement les IDs. Alors les IDs dans notre cas, c'est image IDs que j'ai créé ici. C'est ça. Les IDs, c'est ça, parce qu'on a besoin de les garder, de faire une correspondance entre les ID de l'image, le path et bien sûr la description qui va être calculée par le modèle d'embedding. Alors ici donc et puis donc il y a voilà, les URI, URIs égale image URIs. C'est tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire, si vous voulez, faire maintenant le image embedding. Donc alors forcément je rappelle que cet objet là on l'a créé avant, il est là. Voilà. Alors il est lié à quoi? Il est lié donc voilà, la collection, il va stocker les images dans cette collection en utilisant ce data loader, c'est image loader. Parce que image loader, c'est lui qui fait c'est-à-dire c'est l'outil qui va être utilisé pour charger l'image et puis pour l'adapter pour le format pour faire le image embedding. Donc image embedding, donc on va utiliser donc ce modèle embedding model. Dans notre cas, nous utilisons OpenClip. Voilà, c'est des images. Je vais quand même les garder. Je les ai téléchargées. Je vais les garder dans ce projet là. En train de créer, et voilà, donc je vais les afficher ici. Alors ici donc je vais utiliser donc du markdown. Je vais créer un table HTML.
slash table dans lequel je mets tr slash tr, je mets deux colonnes, une première colonne, une deuxième colonne. Dans la première, je vais afficher l'image img src égale. Alors je vais prendre clip.py et la deuxième, je vais afficher dans la même ligne la deuxième image clip 2. Voilà, j'exécute ça, shift entrée. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte le modèle clip, comment il fonctionne. C'est que il contient en fait un modèle texte encoder et image encoder. Donc il prend le texte, il va le vectoriser, donc ce qui obtient donc les embeddings, le format vectoriel du texte. Et après vous avez également image encoder, donc notre image il devient également des vecteurs. Et puis il essaie de faire la correspondance entre le texte et les images. Donc généralement il va trouver quel est le texte qui colle le mieux à une image. Donc forcément donc on va trouver, donc l'idée c'est de trouver donc les éléments ici de la diagonale. Donc ça c'est en quelque sorte l'idée principale. Donc c'est un modèle, si vous voulez voir les détails, donc vous regardez comment il marche. Donc voilà, donc ça c'est justement c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va faire ce travail là, donc on va prendre dans notre cas que les images. Donc nos images ils vont être converties en vecteurs. Donc forcément c'est la description de l'image qui va être enregistrée sous forme de vecteur. Alors voilà, on va exécuter ça. Si vous avez beaucoup d'images, ça risque de prendre du temps. C'est ce que je vais faire ici. Je vais exécuter. Alors quelques secondes, le temps de parcourir justement toutes ces images là. C'est parce que nous avons les ID et les URI qui sont là. Alors toutes ces images, chaque image, il va chercher la description de l'image, ce qu'il contient, il prend le texte, il fait il utilise l'embedding, donc il le convertit en vecteur, donc tout ce travail là. Et puis il va nous stocker tout ça dans le vector store qui est là, ici donc quelque part dans la base de données. Et il y aura une collection qui s'appelle véhicule que nous avons demandé. Alors ici donc la collection s'appelle véhicule. Voilà. Alors il a terminé, et une fois qu'il termine cette opération, donc ça a pris 25-27 secondes pour combien d'images. Alors je vais utiliser ChromaDB si vous voulez voir la taille. ChromaDB Vector Database, count. Alors vous voyez, donc il y a 107 dans la collection, il y a 107 images, c'est ce que j'ai stocké ici. Évitez d'avoir beaucoup d'images au départ, parce qu'il faut d'abord tester avant d'ajouter toutes les images que vous voulez, parce que ça prend du temps. Si vous prenez des milliers, des millions d'images, il faut vraiment attendre beaucoup de temps. Donc il y a ça, et si vous voulez, donc vous pouvez voir d'autres informations sur le Vector Store. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est qu'une fois que nous avons vectorisé les images, donc j'ai besoin de faire plutôt donc de faire l'opération on va dire de la recherche sémantique. Donc on va regarder maintenant, est-ce qu'on est capable, nous avons une base de données qui contient donc en fait une représentation vectorielle des images, et on va faire une recherche sémantique. Alors pour cela nous allons écrire ce code. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser results égale ChromaDB Vector Database query. Alors en fait query, il va falloir lui transmettre quoi? D'abord le texte, parce que maintenant c'est la question, on va lui poser la question de nous chercher des images qu'on veut. Bon, ici donc on va utiliser query text, c'est un tableau, donc vous pouvez mettre les textes que vous voulez. Par exemple ici, donc je vais lui demander de soit avec la langue que vous voulez, c'est pas un problème. Je vais lui demander par exemple donne-moi
give me white cars par exemple, uniquement. Et puis le nombre nb, n results. Alors quand on fait la recherche sémantique, il faut spécifier combien de documents que vous voulez récupérer. Alors ici, donc je vais lui demander de me retourner 4 par exemple, c'est-à-dire les 4 images les plus proches à cette question là. Et après on peut ajouter des critères, je veux les white cars qui sont dans un contexte, je peux faire des questions un peu plus complexes par la suite. Et puis le troisième, alors le troisième, c'est justement voilà, normalement c'est suffisant, mais si vous voulez inclure dans le résultat, include, on va lui demander d'inclure dans le résultat les IURI, les URIs, et également les distances. C'est-à-dire la distance, parce qu'en fait il calcule la distance, pour chaque image il calcule la distance par rapport à cette requête, et après il va trier, donc il va vous donner on va dire l'image qui est la plus proche, soi-disant, à cette question. Alors on exécute, c'est rapide, en tout cas la recherche sémantique c'est plus rapide, et on peut afficher des informations. Si vous voulez afficher results, vous pouvez voir ce qu'il contient. Vous voyez donc qu'est-ce qu'il contient. Il contient les IDs, les distances. C'est parce qu'on a demandé 4 images. Donc ça c'est la distance de la première image la plus proche, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et après on a les IURI, parce qu'on lui a demandé d'inclure les IURI. C'est important pour nous de savoir quelles sont les images qui répondent à ce critère, à cette question-là. Alors ici donc nous avons les images que nous avons ici. Donc si vous voulez afficher les images, ben, c'est très simple. Donc déjà, si vous n'incluez pas c'est-à-dire les IURI, vous n'aurez pas dans la réponse c'est-à-dire les pattes. Donc nous on en a besoin, parce qu'on a besoin peut-être dans l'interface d'afficher l'image concernée. Et ben, c'est ce que je fais ici. Donc je vais utiliser tout simplement display par exemple. Je vais afficher image loader. Si vous voulez afficher toutes les images, on peut faire quelque chose comme ça. On peut faire for image path image in results. Alors dans le résultat, vous avez ce qui nous intéresse, c'est les URI. URIs. Alors quand vous voyez les URIs, c'est un tableau à 2 dimensions. Donc 0, de 0. Donc pour parcourir les différents URI. De points. Et donc je vais faire display l'image open. Donc voilà les images que j'ai maintenant. Vous voyez, donc c'est pour cela avant je vous ai dit que en fait quand on fait la recherche, on a besoin de revenir à un autre dossier pour capter le contenu de l'image. Donc c'est ça ce que je suis en train de faire. Donc open image. Alors j'exécute et vous voyez bien, ça me donne ça. C'est-à-dire que cette requête là, si vous mettez par exemple read cars, vous exécutez la requête. Ici j'affiche, et là vous affichez les résultats, vous allez avoir des voitures rouges. Donc vous voyez bien, donc ici mon système jusqu'à présent il est bien capable de faire des recherches sur les images. Donc et ça c'est intéressant. Alors voilà, donc après donc ici je peux lui demander par exemple, je veux en français par exemple les anciennes voitures de couleur par exemple rouge. Bon, ça c'est un prompt. Alors en principe vous allez voir qu'il va comprendre. Vous voyez, donc il me cherche des anciennes voitures de couleur rouge dans ma base de données, bien sûr, dans mon store. Alors ça c'est la recherche sémantique. Alors maintenant on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire notre système RAG, dans lequel donc on va maintenant créer le modèle, on va interagir avec un LLM. C'est la dernière partie avant d'essayer de construire tout ça dans une application. Alors je vais faire ça, je vais créer une zone. Alors maintenant
la dernière partie, donc c'est-à-dire le système multimodal RAG. Maintenant, il va se baser sur ce que nous avons fait avant. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on aura besoin d'abord du moment que je vais utiliser OpenAI. Donc, j'ai besoin de OpenAI key, OpenAI API key. Donc, j'ai besoin d'une clé d'OpenAI. Alors, je vais la créer. Plateforme OpenAI. API keys. Je vais créer RAG app. Voilà la clé. Je suis pas sûr que j'ai toujours le solde pour exploiter ça. Alors ici donc le billing, j'ai encore quelques dollars je pense. Voilà, 4 dollars. Ça me suffit pour faire ce test comme ça. Alors ça c'est la première des choses. CTRL V. Alors ça c'est la clé. API key. Et puis donc j'ai besoin donc de maintenant. Alors ça c'est la clé. Alors j'ai besoin d'importer donc maintenant les packages. Alors je vais utiliser maintenant LangChain. LangChain, donc c'est plus simple de faire ce genre de travail. Alors pour cela donc j'ai besoin en fait d'installer voilà install. Je vais installer LangChain Core. J'ai besoin d'installer LangChain OpenAI. Voilà, c'est les deux packages dont j'ai besoin. Et comme ça, je peux importer from LangChain OpenAI. Je vais importer OpenAI Chat Model. Chat OpenAI. Ça, c'est le modèle que je vais utiliser pour communiquer avec GPT, par exemple, 4. Et puis, donc, j'ai besoin de from LangChain Core. J'ai besoin de voilà, d'importer quoi d'autre? J'ai besoin d'importer le voilà, j'ai besoin donc toujours dans Core, j'ai besoin des prompts. Dans les prompts, j'ai besoin d'importer une classe qui s'appelle chat prompt template. Alors chat prompt template, c'est avec ça qu'on peut construire notre prompt, la template de notre prompt. Et puis nous aurons besoin d'importer donc un parser. Donc from LangChain Core output parsers, import ici str parser, output parser. Parce que la réponse qui va être fournie par OpenAI c'est du texte et qui contient des JSON. Et bien on va lui demander tout simplement, cette classe va nous permettre d'aller vers l'endroit où se trouve la réponse et de récupérer le contenu de la réponse pour ne pas le faire par programme. Donc ça c'est les atouts de LangChain. Donc et puis donc voilà, je vais importer ça. Ok, c'est fait. Alors donc j'ai OpenAI key, ça c'est fait. Et puis donc je vais donc alors je la laisse comme ça, si je préfère, je l'exécute. Je crée une zone. Alors maintenant je vais créer le modèle OpenAI. Alors le modèle c'est GPT-4. Donc GPT-4 4o modèle égale à quoi? C'est donc c'est chat OpenAI. Alors c'est quoi le modèle que je vais utiliser? C'est là on est obligé d'utiliser un modèle plutôt multimodal. Donc ici GPT-4o, ça c'est le plus performant aujourd'hui. Et puis on va utiliser la température, donc c'est 0,
ça, on est sûr d'avoir des réponses plus précises. Et puis, donc, on va utiliser donc le voilà, API Key. Alors, la clé, ça va être c'est Open API Key que j'ai ici. Voilà. Alors, ça, c'est le modèle. Une fois que je crée le modèle, j'ai besoin de créer le parser. Alors, le parseur, c'est celui-là, c'est str output parser. C'est un objet de ça. Et maintenant, j'ai besoin de créer le pipeline. Voilà, donc j'ai besoin de créer le, c'est ça, chat prompt. Alors ici donc mon image prompt template, image prompt égale à quoi? Donc c'est chat prompt template from messages. Voilà. Alors from messages. Alors nous avons besoin d'utiliser donc un tableau parce que notre prompt maintenant il va contenir du texte et des images, donc ce n'est pas le prompt classique qui contient que du texte. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc on va utiliser un tableau ici, donc le premier message, donc le premier message entre parenthèses ici, donc c'est system message, et la valeur ça va être une variable qu'on va injecter dans la template qu'on va appeler system message. Voilà. Le deuxième c'est user, entre parenthèses, c'est le message pour de type user, la question utilisateur. Alors sauf que user c'est un tableau. Donc c'est un tableau qui contient les messages suivants. Alors le premier message, il contient, c'est le type, c'est texte. Type de point, c'est texte. C'est un objet de JSON. Alors texte. Et le texte lui-même, ça va être user query. C'est la question que va poser l'utilisateur. Donc je vais utiliser une variable qu'on va injecter dans la template que je vais appeler user question par exemple. Alors le deuxième, alors ici il y a quelque chose qui cloche, c'est 2 points ici, 2 points. Alors le deuxième, ça va être c'est de type image URL, c'est une image parce qu'en fait on va transmettre l'image avec le prompt pour le demander, parce que quand on va poser la question à ChatGPT, GPT-4o, on va lui transmettre des images parce que notre question qu'on va lui poser, ça porte sur des images qu'on va chercher dans notre vector store. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc ici, dans ce cas-là, c'est image URL, et dans ce cas-là, image URL, ça doit être tout simplement le image data 1. On va essayer dans la requête de lui transmettre les 4 images ou bien les 2 images que vous cherchez à partir de votre vector store. Alors ici donc image data 1, mais comme c'est une image, on va la transmettre en format base64 URL. Donc pour cela on va écrire c'est data, il doit être précédé par data image JPEG au format JPEG comme ça, point virgule, en format base64, et après virgule, et voilà, virgule, et le contenu de l'image. Donc c'est-à-dire le contenu de l'image, on l'envoie au format texte base64 dans la requête. Et je fais la même chose pour envoyer la deuxième image. Ici ça va être toujours de type image ici, donc je vais créer une variable image 2. Je peux envoyer 3, 4 en fonction de ici nous avons fait une recherche, ici nous avons cherché les 4 voyez, donc les 4 images les plus proches à cette requête. Dans notre exemple on peut garder 4, ici on va garder 2, donc c'est ce qui fait que ici donc je vais transmettre 2 ici, comme ça c'est mieux de comprendre les choses de cette manière là. Alors maintenant notre modèle c'est quoi? C'est un pipeline que je vais appeler vision
pipeline ou vision chain. Alors notre vision chain, il contient quoi? Il contient cet objet là, prompt, c'est-à-dire image prompt. Alors ça c'est LangChain, image prompt, pipe, notre modèle GPT-4o model, pipe et le parser. Ici le parser, c'est le parser ici, c'est str output parser. Ça veut dire que notre modèle, c'est ça. Quand on va lui transmettre les paramètres, c'est-à-dire on va lui transmettre juste ces paramètres là, system message, user query, la première image, la deuxième image, et après il prend cette image, il va injecter les paramètres dans ce prompt, il va les injecter dans le prompt, et puis il va ensuite envoyer la requête, le prompt vers le modèle GPT-4o modèle. Et une fois qu'il va récupérer la réponse, il va utiliser le parser str parser pour aller vers le contenu de la réponse, de récupérer le texte. Donc finalement il va vous retourner le résultat. Alors j'exécute, alors ça passe, il n'y a pas de problème, et il ne reste qu'à tester. Alors pour tester maintenant, il va falloir préparer notre système message, user query et les images, etc. Donc et tout ça bien sûr, maintenant on est en train d'expliquer, mais après on va mettre tout ça dans une application. Alors donc vision chain, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va d'abord créer un dictionnaire pour les paramètres. Alors, je vais l'appeler donc prompt input. Alors, prompt input, c'est un dictionnaire. Et maintenant, je vais définir mes paramètres. D'abord, system message. Alors, system message égale, c'est notre system message. Je vais utiliser string template. Alors system message, ça va être quelque chose comme answer de users question répond à la question de l'utilisateur en utilisant le contexte, using the given context, the given image context. Normalement le contexte c'est des images, images context. Et pour être plus précis, donc en se référant avec references, en se référant aux différentes parties. Parce que ça c'est les parts c'est la première image et la deuxième image. Voilà, in the image of the image, images provided. Donc ça c'est un exemple de prompt, et puis on va lui demander de répondre avec par exemple markdown, use markdown pour formater la réponse, down to give your answer. Alors ça c'est system message. Ensuite nous aurons besoin de user query. Donc ça c'est normalement la requête qui va être posée par l'utilisateur. Alors ici user question, dans notre cas ça peut être par exemple cette question là que nous avons posée. Si ça c'est la question de l'utilisateur, je veux les anciennes voitures de couleur rouge. Ensuite donc j'aurai besoin de quoi d'autre, alors maintenant j'ai la question. Quand l'utilisateur va saisir cette question, il faut aller d'abord vers la base de données pour refaire le même travail qu'on a fait ici, c'est-à-dire on va faire un query, CTRL C,
Alors je vais faire un query sur la base de données en utilisant cette requête là, c'est-à-dire user question. Le nombre de résultats que je veux, c'est que 2, parce qu'en fait je n'ai pas besoin des 4, et je vais inclure les URI, tout ça. Alors donc j'ai les images. Donc maintenant, du moment que j'ai cherché dans ma base, je vais chercher le contenu de l'image. Alors pour cela, donc je vais récupérer, donc alors ici, donc si on essaie de regarder ça, qu'est-ce que j'ai en fait si j'affiche le résultat? Alors results, alors j'ai exécuté, vous voyez, donc j'affiche le résultat. Ce qui m'intéresse, c'est ça, ce chemin là. Alors pour le récupérer, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser image path1 path image path1 à quoi est égal, c'est results. Dans le résultat, je vais aller vers la clé qui est URIs et je vais aller vers la première ligne, c'est 0, et ce qui m'intéresse, le premier, ça va être encore de 0. Ça c'est path 1, 0. La deuxième image, c'est 1 ici. Donc je récupère les deux images que j'ai récupérées à partir de la recherche sémantique. Et puis j'ai besoin de les convertir, les convertir en format base64. Alors si vous voulez les afficher, donc vous savez comment le faire. Vous faites display dans l'interface utilisateur, display donc image.open image path 1, image path 2. Alors si vous exécutez, vous allez avoir les images. Voilà ce qu'il a cherché. Et la première, ici, image path 2 n'existe pas. Voilà, il faut renommer. Donc ça, c'est les voitures rouges les plus anciennes qu'il a trouvées. Les deux plus anciennes voitures qu'il a trouvées d'après lui, d'après le modèle bien sûr OpenClip. Maintenant, on aura besoin de convertir ça en base 64 URL, c'est-à-dire j'ai besoin de lire ça, le contenu de l'image, et de la convertir en base 64 parce que c'est le format base 64 qu'on va injecter ici. Alors pour cela, donc je vais utiliser with open, je vais utiliser la fonction open, je vais lire quoi, image path1 en format RB, read binary, format binaire, as file name, deux points, et bien je vais créer une variable que je vais appeler file image data 1, à quoi est égal, c'est base64 que je vais importer. Alors import base64, j'importe, j'exécute, n'oubliez pas. Alors base64 b64 voilà, encode de image path1, je vais l'encoder. Non, je dois la lire, c'est-à-dire c'est image.read. Donc je lis d'abord image data. Ouais, non. Oui, c'est ça. Je prends d'abord le format numérique. Là, je vais le faire tout à l'heure, ça. Je vais prendre ces image.read. Donc open plutôt. Open image file plutôt. C'est file name ou bien voilà, file image file. Je préfère comme ça. C'est image file read. Donc ça c'est open, avec open, donc je lis le contenu de l'image en format binaire et je le stocke ici. Pour le moment, c'est l'image qui est stockée en format binaire, c'est-à-dire les data. Ça c'est la première et ça c'est la deuxième. J'ai le contenu de l'image
Donc vous voyez, donc je consulte le dossier où se trouvent mes images pour récupérer le contenu de l'image parce que j'ai besoin de l'embarquer dans le prompt. Donc ici, image path2, ça c'est image2, voilà, et j'ai donc mes données. Donc vous voyez, donc j'ai besoin de 4 system message, user query, image et image data1, image data2. Alors vous voyez, donc ici j'ai system message, pour ça c'est ce que j'ai user question, j'ai image data1, image data2. Maintenant je vais les ajouter dans ce dictionnaire là. Donc image input, alors image input, c'est plutôt prompt input. Alors prompt input, je vais créer une clé que je vais appeler system message. Alors là il faut faire attention parce que ça, system message, ça doit être exactement ce que j'ai ici. System message. Alors prompt system message, c'est quoi? C'est system message, c'est ce message là. Ensuite je vais copier coller. Alors user question, c'est user question, et puis j'ai image data1, alors c'est image data1 ici, mais sauf que ça c'est binaire, il faut la convertir en base 64 en texte. Donc pour cela, donc je vais utiliser c'est base64 encode quoi de image data 1, et avec je vais la décoder comme c'est du texte, je vais la décoder en UTF-8. Alors maintenant ici, donc qu'est-ce que je fais? Je suis en train de prendre ce paramètre là que je vais injecter ici. Ça c'est l'image au format texte. Je fais la même chose ici. Image data2. Voilà, image data2, décode, et voilà. Et j'ai toutes mes données. Donc vous voyez, donc j'ai préparé mes données. Une fois que j'ai mon dictionnaire est préparé, maintenant je peux faire appel à Vision Chain. Ça y est, donc j'ai quasiment voilà le travail. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc response égale, alors donc Vision Chain invoke. Alors la méthode invoke, il suffit de lui transmettre quoi? Ça, prompt input. Alors vous voyez donc ici, donc prompt input, il contient ces paramètres. Vous voyez, system message, ça, image data 1, image data 2. Il va prendre ça, il va d'abord l'injecter dans image prompt. C'est parce que le chain ou bien le pipeline, c'est ça. Il va injecter ces paramètres. Ensuite, il envoie la requête vers ChatGPT for all. Une fois qu'il récupère la réponse, il va utiliser text parser ici, str parser, pour récupérer la réponse et nous donner la réponse. Donc ça veut dire que pour nous, response, ça doit être un texte. Et comme on lui a demandé de répondre avec markdown, bah, tout simplement, on va afficher le résultat ici. Alors print la fonction markdown ou bien display markdown de response. Si vous voulez, vous affichez la réponse directement. Print response, ça c'est du texte. Alors je suis en train d'interagir avec OpenAI. Ici il y a 400
Alors ici, your uploaded, voilà, le format n'est pas supporté. Il doit être inférieur à 20 MB, PNG, JPEG, etc. Alors ici, donc ça c'est les conditions. Alors ici donc le format supporté. Alors ici c'est JPEG. Vous voyez donc il y a quelque chose qui cloche là. Non. Alors ça c'est image, JPEG. Voilà. Donc c'est image, data image JPEG. Alors B64, image data one. Donc là il n'y a pas de problème sur le format. Alors peut-être là je reprends. Alors ici, alors forcément j'ai raté quelque chose. Alors prompt, alors ça c'est data one. Ah c'est ça, base 64. Alors c'est pas 16, 64. Pour cela ça n'a pas marché, donc je réexécute ça et j'exécute ma requête. Ouais, donc ChatGPT il me répond avec les images que vous avez fournies, montre des images rouges, mais il ne semble pas être des voitures anciennes. La première image montre, etc., etc. Alors maintenant je vais afficher ça en format Markdown, comme ça on aura le texte clairement. Alors Markdown, donc c'est display. Alors Markdown de response. Alors Markdown il faut l'installer. Donc ici il faut importer la from, c'est IPython display. Alors import Markdown. J'importe, j'exécute. Voilà, donc il semble qu'il n'a pas répondu avec le format Markdown. Mark, vous voyez, donc on a mal écrit, puisqu'il n'a même pas compris ça. Alors je réexécute. Encore, c'est toujours pas. Alors display Markdown de response. Use Markdown to give your answer. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Alors, en tout cas, donc il nous donne le résultat. Alors, je vais lui poser la question comme ça. Donc, les anciennes. Donne-moi la description. La description des deux anciennes voitures de couleur rouge. Voilà, ça c'est une question. Alors j'envoie la requête. Voilà, là maintenant il répond. Alors il vous dit que les deux images des voitures de couleur rouge, voilà. Donc vous voyez, donc il sait déjà de quelle marque. Voilà, il y a Suzuki, il y a Swift, Suzuki.
Voici une description. Donc il vous dit la première image, il est de couleur, la marque, le modèle, les caractéristiques. Donc vous voyez, donc ça c'est l'intelligence artificielle qui vous a donné des petits détails sur ça. Voilà. Alors donc vous voyez, donc ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ça c'est un multimodal, parce que moi à la fin, qu'est-ce que je fais? Je pose une question. Je lui dis, je veux la description des deux anciennes voitures les plus anciennes. Il va vers mon Vector Store d'abord pour chercher ces images. Parce que maintenant, ces images, ils sont méconnues de ChatGPT. Il ne les connaît pas, parce que ça, c'est vos images. Donc, vous allez faire une recherche sémantique. Donc, c'est ce que je fais ici. Vous voyez? Donc, c'est ce que je fais avec Query. Je cherche d'abord les images. Et puis ces images-là, donc je prends le contenu, je l'injecte dans le prompt. Si vous avez prompt template, j'envoie le prompt vers GPT-4o. Il me donne la réponse et j'affiche la réponse. C'est ce que je fais ici. Donc ça c'est, en principe, si vous faites ça, c'est que vous avez déjà, en quelque sorte, on a vu comment faire le multimodal RAG si vous voulez. Alors maintenant, si vous voulez intégrer ça dans une application avec une interface graphique, bah c'est pas compliqué. Donc j'ai l'exemple ici. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez l'application, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous aurez juste, ça c'est l'interface. Je vais installer Streamlit. Il faut l'installer. C'est l'interface graphique que je vais utiliser. Donc install Streamlit. C'est la première des choses. Alors ça c'est déjà installé. Vous voyez, donc tout ça on a déjà fait. Tout ça c'est les importations. Alors notre application, elle commence par quoi? Donc c'est presque, c'est des copier-coller que j'ai fait. Vraiment, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc j'ai créé donc Chroma DB Persistence Client. Donc le Vector Store, donc je vais garder le même Vector Store. Je l'ai appelé dans mon cas ici, c'est Vehicles Store Vector. Voilà, Vehicles Store. Alors vehicles Store Vector Database. Ça c'est, alors j'ai besoin d'utiliser Image Loader, j'ai besoin d'utiliser OpenClip Model, et je crée donc mon instance de ChromaDB Client. Donc ici j'ai get or create collection, je vais créer une collection. C'est get parce que la collection elle est déjà créée, donc je vais pas refaire encore cette opération d'ajout des images dans le store. C'est parce que dans le store, je sais maintenant comment ajouter les images dans le store. Et donc voilà, donc voilà la collection. La collection, on l'a appelée véhicule. On va utiliser donc ce image loader. On va utiliser ce modèle. Voilà la OpenAI key, la clé. J'ai créé le modèle chat OpenAI. J'ai créé le string parser. J'ai le même voilà prompt template system message. J'ai user query. J'ai image data 1, image data 2. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Après je crée mon chain, c'est-à-dire le pipeline, image prompt, GPT-4o model et parser. System message c'est le même. Donc answer the user's question using the given image context. C'est le même prompt que j'ai fait. Et je crée donc le dictionnaire. Alors dans le dictionnaire, donc j'ai system message, donc je vais stocker system message qui est connu dès le départ. Alors j'ai créé une fonction, normalement si votre application, si vous voulez vectoriser des images, c'est une fonction que j'ai appelée load data into vector store. Il suffit de lui donner le dossier, le nom du dossier où se trouvent les images, et il fait le travail. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer image IDs, les URI,
datasat folder, c'est celui-là. Ben, il va parcourir la liste des fichiers qui se trouvent dans le dossier. Si le fichier contient l'extension JPEG, donc je vais prendre le chemin de l'image et je vais ajouter son ID dans IDs. J'ajoute le path dans les URI. Et après, donc, je vais, avec Chroma Vector DB Store, je vais ajouter voilà, ces images. Donc, ça, c'est le image embedding. Donc, cette fonction-là, je peux l'utiliser dans mon interface. À chaque fois, j'ai de nouvelles images. Quand je fais upload, par exemple, d'un fichier .zip qui contient les images, donc je récupère les images et je fais donc ce travail. Donc, c'est cette fonction que je vais appeler. Alors, j'ai la méthode qui permet de chercher les images maintenant. J'ai user question. Et bien, tout simplement, pour faire la recherche, j'utilise Chroma Vector Database Query. Donc, c'est quoi la question? C'est user question. Le nombre de résultats, c'est 2. Et je vais inclure les IURI et les distances. Voilà. Et je retourne les résultats. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est-à-dire que ask LLM, je vais poser la question au modèle. Alors pour cela, j'ai besoin de la question saisie par l'utilisateur et j'ai besoin de lui transmettre les résultats que j'ai récupérés à partir de Search Images. Alors pour cela, donc, j'ai donc mon prompt input. Vous voyez, prompt input, j'ai déjà stocké system message. Je vais ajouter user query. Ça. Je vais ajouter, donc je vais chercher donc image path1 tout comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais maintenant avec Streamlit ST, je vais afficher l'image. Pour cela, cette interface, j'utilise ST image. Donc image path, je spécifie juste image path et là, si vous voulez la taille de l'image, si je veux fixer la taille. Et puis donc voilà, je vais maintenant ouvrir cette image là, je lis les données de l'image au format binaire, les deux images, et je vais les convertir en base 64 et je les stocke dans prompt input. Donc encore prompt input, donc il y a ce paramètre, il y a image data 1, image data 2, voilà. Et ça y est, donc je fais vision chain invoke, j'envoie le prompt input, donc j'envoie le prompt, je récupère la réponse et je retourne la réponse. Et puis donc j'ai la fonction main, parce qu'en fait mon application quand je l'exécute, la première méthode qui s'exécute c'est main. Alors main qu'est-ce qu'il fait? Il va juste afficher voilà, le format de mon interface Streamlit wide. J'ai subheader, je vais afficher un message multimodal rack chatbot, etc. Donc vous affichez ce que vous voulez en haut de l'interface. Et après donc je vais afficher un subheader chat zone, etc. Bon, ça c'est des affichages. Et maintenant je vais créer une zone de texte dans l'interface. Pour cela, Streamlit text input, ça c'est la zone de texte. Le label c'est ask your question. Et maintenant, if user question, si l'utilisateur saisit la question, quand l'utilisateur saisit la question, il appuie sur entrée. Si if user question, ben qu'est-ce que je prends user question, je fais la recherche des images. Donc search images. Donc je récupère les images. J'appelle ask LLM ensuite. Ask LLM, c'est la deuxième étape. Je lui transmets donc user question et le résultat. Donc, vous voyez donc ici, donc j'ai récupéré le résultat, les images qui répondent à ce critère-là c'est-à-dire dans mon vector store. Et voilà, donc je fais ask LLM, je lui user question les résultats et j'affiche les résultats avec Streamlit Markdown Response. Et ici donc un safe, donc j'autorise si par exemple si la réponse contient du HTML, il va l'interpréter. Donc comme ça, si vous avez des résultats avec des tableaux, etc., donc il va l'interpréter et c'est tout. Donc vous voyez donc ce que j'ai fait ici. Donc je vais exécuter cette application. Je l'exécute avec quoi? Streamlit run. Mon fichier s'appelle
multimodal rag P1. Ça devrait marcher. En fait, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Il est en train donc de charger les objets donc vector store au départ, parce qu'en fait ça c'est ce que je fais une fois qu'il charge, parce qu'il crée les objets donc ChromaDB vector store au départ, il l'initialise. Alors maintenant je peux poser la question. Alors donne-moi par exemple au format JSON la description des deux plus anciennes voitures rouge. Ça c'est un prompt, entrée. Voilà, j'envoie la requête. Normalement ici, vous voyez, donc je retrouve bien les deux voitures qu'il a trouvées. Et après, vous voyez donc ce qu'il me donne ChatGPT. Je suis désolé, mais il semble qu'il y a une seule voiture fournie, voir la description. Alors, pourquoi il y a une seule voiture? Les deux voitures les plus anciennes. Deux voitures. Blanches. Les plus anciennes. Je dois avoir des voitures blanches. Alors, je crois que il y a un petit souci parce que là, on ne gère qu'une seule. Alors, Red Cars, normalement, il devrait me donner les deux parce que j'ai demandé deux. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la description qu'il me donne. Ici, donne-moi la description des deux voitures blanches. Voilà. De voitures blanches, voilà, donc il affiche. Maintenant ça c'est ChatGPT le répond, ça c'est la description de la première voiture, la deuxième, et ça c'est la première voiture, la deuxième image, et vous avez quelque chose. Bon, après on va lui dire les voitures vues de derrière, du haut, donc dans un contexte, etc. Alors là vous pouvez vous amuser donc à créer un chatbot. Maintenant vous voyez donc ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de créer un chatbot qui va chercher le contenu de la réponse en utilisant bien sûr des images et non pas du texte. Il va chercher dans les images quelles sont les images que vous avez qui contiennent l'information relative à cette question. Et bien sûr, donc ça c'est le ChromaDB Vector Store qui vous donne ça. C'est de la recherche sémantique au niveau des images. Et puis on envoie la requête vers GPT-4o qui va nous donner donc la réponse à cette question en utilisant le contexte qui sont les images. Alors ça c'est une des implémentations du multimodal RAG. Alors ici on a exploité l'image, mais après pour le reste vous devrez savoir en principe le faire, parce que si je reviens à mon modèle, c'est ce que j'ai fait ici. Donc je prends l'image, j'utilise le modèle OpenClip, c'est pour donc créer des images. Donc vous voyez, donc c'est la description de l'image qui est enregistrée en vecteur dans la base de données. Et voilà. Et quand l'utilisateur va saisir la question, on va vers la base de données, on fait une recherche sémantique, je récupère quelles sont les images qui répondent à ce critère. Forcément, j'ai besoin d'aller vers les images parce que ici je récupère que le path de l'image, mais le contenu de l'image il n'est pas dans le vector store. Le contenu je l'ai quelque part dans ma base de données. Donc je récupère l'image elle-même et comme ça je la convertis en format base 64 et j'envoie le contenu de l'image que j'ai cherché dans mon vector store qui devient le contexte du prompt. Le LLM il va donner la réponse et après je donne la réponse.
Voilà, sur cette partie-là, donc je pense que vous avez quelque chose. J'ai remarqué que pas mal des étudiants dans leur projet de fin d'études, et ils implémentent donc des systèmes RAG. Souvent, dans la majorité des cas, ce n'est pratiquement tous les cas, ils traitent que le texte. Et donc, et après, mais la partie multimodale, c'est quelque chose qui s'est développé récemment parce que les modèles d'embedding pour les images se sont rapidement développés. Et du coup, donc, vous avez maintenant des solutions qui sont très simples à mettre en place. Et là, je vous donne un exemple d'implémentation. Vous pouvez également prendre des applications, peut-être j'aurai l'occasion de voir. Par exemple, je prends un fichier PDF qui contient le texte et les images. Quand je fais upload du fichier, je prends le texte, je le stocke, je prends les images, les stocke dans un dossier, je fais les deux travaux ici, et puis donc vous avez un système d'information, un chatbot qui utilise aussi bien le contenu des images et le contenu de votre texte pour donner des réponses à l'utilisateur. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans le système d'information, vous avez beaucoup de graphiques, vous avez beaucoup d'images, vous avez beaucoup de photos qui contiennent beaucoup d'informations. Et c'est avec maintenant des modèles comme OpenClip, ils sont capables d'extraire la sémantique de l'image et de la vectoriser. Et du coup, donc, vous pouvez faire donc la recherche sémantique et ça, je pense, c'est intéressant. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau-là, donc j'espère que ça vous sera très utile. Mais en tout cas, donc la saison, comme on dit, commence. Et bientôt, je vais commencer les cours avec les étudiants, les nouvelles promotions. Forcément, on va traiter ces thématiques, ces sujets. Et forcément, on va travailler d'autres exemples un peu plus développés que celui-là. Mais en tout cas, je pense que c'est un cas intéressant à traiter. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à poser des questions. Je sais pas avant, en tout cas, par exemple, je veux les voitures du type, par exemple, Mercedes. Alors, vous voyez, donc ça c'est très intéressant. La recherche sémantique, c'est-à-dire le OpenClip, quand il enregistre les informations sur le vecteur, qu'est-ce qu'il enregistre en réalité? Il enregistre que ça c'est une voiture noire de type Mercedes, vous voyez, donc il détecte le format, etc., 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 etc. Donc avec toutes les caractéristiques, s'il y a donc toute cette sémantique de la voiture qui est enregistrée au format vectoriel, donc ce qui vous donne quelque chose comme ça. Et après, donc voilà, donc la description de GPT-4o. Voilà, bon courage et à bientôt.